Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal au bled de la capitale sur la radio. La bled de la capitale, Jean-Paul est avec nous. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très Tu as bien. passé un bon week-end? Oui, tranquille en fait. Alors ce matin, on va parler de Bob Marley, c'est ça? Oui, on parle de Bob Marley. Aujourd'hui, ça fait 39 ans qu'il nous a quittés. Le 11 mai 1981, il est décédé dans un hôpital de Miami. Alors, depuis lors, le 11 mai, c'est pour la communauté des fans de musique reggae, de la communauté de ceux qui sont membres de ce qu'on appelle le rastafarisme, donc les rastas qui commémorent cette journée-là, bon, pour diverses raisons. D'abord, d'un côté, il y a ceux qui aiment la musique reggae et surtout les paroles, parce que autant Bob Marley aura frappé l'humanité de son vivant de par la justesse de ses textes, de par cette rythmique particulière à la musique reggae, autant aujourd'hui, 39 ans plus tard, on a l'impression que ces paroles sont toujours d'actualité. Le monde n'a jamais eu autant besoin d'écouter Bob Marley qu'aujourd'hui, avec notamment les conflits. Maintenant, ce ne sont plus véritablement les conflits armés, ce sont les conflits commerciaux, mais les intérêts sont toujours les mêmes. On revient à des nationalismes, il y a les frontières qui se ferment en raison de la pandémie. C'est un peu de chacun pour soi, il n'y a plus de solidarité, etc. Donc, et en plus, la pauvreté augmente. D'accord, la pauvreté avec tous ses corollaires sociaux. Mais Bob Marley n'est pas le seul artiste qui a chanté ça. Quelle est la particularité de... La particularité, c'est que quand il chante, par exemple, No Woman No Cry en 1975, eh ben, en 2019, on continue toujours à parler des violences faites aux femmes. En fait, lui, ce qui est... En fait, la chose ici, c'est qu'il est inadmissible, normalement, que tous les mots que l'on dénonce, tous les mots que les artistes dénoncent en général, il y a 30, 40 ans, on retrouve encore ces mêmes mots aujourd'hui. Ça veut donc dire qu'on a un problème où on ne capte pas véritablement les messages qui nous sont envoyés, où on fait de la sourde oreille. Et dans les deux cas, ce n'est pas normal du tout. Donc aujourd'hui encore, nous retrouver avec des chansons comme War, avec des chansons comme No Woman No Cry, avec des chansons comme Would a Cap Fit, ce sont des chansons qui aujourd'hui révèlent bien que la société, 50 ans, presque 40 ans après la disparition de Bob Marley, elle n'a pas beaucoup évolué. Même si sur un plan technique et technologique, elle a certes évolué, mais sur un plan humain, sur un plan des rapports humains, des rapports sociaux entre les êtres humains, on retrouve toujours les mêmes mots. Est-ce que la grandeur de l'individu n'est liée qu'à sa musique? Est-ce qu'en tant que personne, lui-même, il n'était pas un véritable leader? Si, il était un véritable leader, parce qu'on ne peut pas arriver aussi vite et aussi jeune à un tel niveau de notoriété, à un tel niveau de reconnaissance mondiale. Il ne faut pas l'oublier. Et en plus encore, près de plusieurs décennies après sa disparition, continuer à être reconnu comme tel, comme une véritable icône de la musique mondiale. Ça, c'est vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire. Le plus dur pour un artiste, c'est de continuer à exister après sa mort. Et Bob Marley a véritablement atteint ce niveau-là. Pourquoi on a l'impression que les adeptes de Bob Marley, je ne vais pas dire des fans, parce qu'il y avait un côté religieux dans sa musique. Oui. Je préfère dire donc des adeptes de Bob Marley, on a l'impression qu'ils sont des marginaux. Bon, ils sont des marginaux parce que déjà eux-mêmes, c'est dans leur mode de vie. Ils considèrent que le mode de vie dans lequel on est, c'est un mode de vie décadent. Le mode de vie dit moderne, c'est un mode de vie qui est décadent. Et donc, vivre de cette sorte-là ne va pas vous permettre d'atteindre un niveau de spiritualité qui va vous permettre, une fois décédé, d'aller au paradis. Et donc, pour garantir son arrivée, sa place au paradis, il ne faut pas vivre dans ce mode décadent-là. Sinon, on risque d'être contaminé par les vices que l'on trouve dans ce monde-là, et donc on risque de perdre son âme. C'est la raison pour laquelle les Rastas vivent en marge de la société. D'ailleurs, ils qualifient le monde moderne de Babylone. Babylone, c'est véritablement ce nom-là qui symbolise toute la décadence, tout le vice, tout le mal qui est contenu dans la société actuelle dite moderne. Et donc pour eux, il est vital pour
pour un bon croyant de ne pas justement être en contact avec cette société, ou du moins de limiter au maximum les contacts avec cette société-là. C'est la raison pour laquelle les Rastas vivent en marge. Ils vivent dans des villages, ils vivent dans des cités qu'eux-mêmes ils conçoivent, et donc à l'intérieur de ces communautés qu'ils créent là, ils appliquent strictement leurs propres règles à eux. Voilà, c'est ce qui explique. Qu'est-ce qu'on peut dire de Bob Marley aujourd'hui, 39 ans après sa mort, hormis tout ce que tu viens de dire en tant qu'individu? En tant qu'individu, déjà c'est quelqu'un qui avait foi, qui avait d'abord la foi en ce qu'il disait, et il était profondément croyant. Maintenant, bien entendu, sa croyance allait au Rastafaraïsme, qui est une espèce de forme détournée du baptisme, qui est une forme détournée du protestantisme. Et donc, lui déjà, une fois quand il a découvert le Rastafaraïsme en 1966, avec l'arrivée de Haile Selassie pour la première fois en Jamaïque, et donc c'est là-bas où la plupart des Jamaïcains vont véritablement découvrir le Rastafaraïsme. Donc il va se convertir, et à partir de là, il va donner une autre orientation, à sa vie, et deux, à sa musique. La première orientation, donc à sa vie, donc il va changer de mode de pensée, il va changer de mode d'alimentation, de mode d'habillement, de mode de vie de manière générale, et ensuite il va passer à la musique reggae, parce que avant il faisait du rocksteady et du ska, qui étaient un peu qui constituaient la musique de base de la population jamaïcaine jusqu'au début des années 60. Et donc le reggae va ensuite arriver, et le reggae va être rapidement adopté par la communauté Rasta comme étant leur musique, et donc lui il va tout naturellement orienter sa musique vers la musique reggae pour se conformer une fois de plus à la croyance à laquelle il s'était converti. Et donc c'est comme ça que il va devenir, je ne dirais pas un homme parfait, parce qu'il avait ses défauts, notamment tout le monde le sait, il avait beaucoup de maîtresses, et donc dans sa religion, mais lui se voyait plutôt comme le roi Salomon qui avait 200, 300 femmes. Donc pour lui, ça ne lui posait pas de problème. Mais d'un point de vue moral, ça embêtait beaucoup Rita. Mais Rita s'en accommodait quand même, parce qu'elle avait compris que Bob Marley était le genre d'individu que l'on ne pouvait pas enfermer dans un système ou un mode de pensée ou un mode de comportement. Donc s'il avait décidé d'avoir plusieurs maîtresses, elle va lui laisser cette liberté-là. Et donc c'est comme ça que l'homme va il va véritablement lier sa vie, il va adapter sa vie à ce nouveau mode de pensée là, à ce nouveau mode de musique, et donc il va y consacrer toute sa vie. Et donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est ce qui est intéressant. Et puis la persévérance, il faut savoir que les gens ont parfois l'impression que Bob Marley a connu le succès tôt. C'est vrai qu'il est décédé à l'âge de 36 ans, mais il faut véritablement comprendre qu'il n'a connu dans ses 36 ans, il n'a connu le succès que pendant 7 ans. Il a commencé la musique à l'âge de 9 ans. À partir de l'âge de 13-14 ans, il décide qu'il veut véritablement faire son métier, et il ne devient professionnel qu'aux alentours de 21-22 ans. Et à partir de cet instant où il est professionnel à l'âge de 21-22 ans, il va aller d'échec en échec, d'échec en échec, mais il a une telle capacité de résilience qu'à chaque fois qu'il a un échec, il continue de travailler davantage pour essayer d'améliorer ou de véritablement rendre ce qu'il fait meilleur en qualité. À quel moment il rencontre les Wailers? D'abord, les Wailers, c'est un groupe d'enfance. Il faut savoir que quand Bob Marley quitte Nine Miles, c'est la région de Nine Miles, c'est en 1961 qu'il vient à Kingston. Il vient suivre sa mère, c'est Della Booker, sa mère qui avait décidé de quitter la campagne, comme des millions de Jamaïcains à l'époque qui avaient décidé d'aller vers les villes pour essayer de se chercher, comme on dit souvent. Sa mère a eu la chance d'avoir pu suivre des études d'infirmière, et donc à partir de là elle va commencer à travailler pour l'administration sanitaire locale, et donc elle va travailler comme infirmière à Kingston. Et donc dès l'âge de 14 ans, sa mère décide de le récupérer, parce qu'à l'époque il vivait avec ses grands-parents, et donc Bob Marley arrive là à Kingston.
Bon, il y aura d'abord un petit passage à Kingston quand il aura 8-9 ans. Ce petit passage-là, c'était dû au fait que son père va venir le récupérer parce que sa maman étant démunie après la mort de son grand-père, elle va donc demander au papa de Bob de venir un peu lui donner un coup de main, de venir s'occuper de l'enfant. Et donc Bob Norval Marley, qui était blanc, et il ne faut pas l'oublier, issu d'une grande famille bourgeoise de Jamaïque, va venir récupérer Bob. Mais il ne va pas l'emmener chez lui parce que la grand-mère paternelle de Bob Marley était une raciste vraiment patentée. Et donc, Norval va donc aller déposer Bob chez une nourrice, en quelque sorte. Et c'est cette nourrice-là qui, pendant 2 ans, 3 ans, va s'occuper de Bob Marley. Et lorsque c'est là, Booker va apprendre tout à fait par hasard, par le biais d'une amie, que son fils Bob se trouvait à Kingston chez une dame d'un certain âge. Et donc, elle va piquer une colère, elle va récupérer Bob et aller le redéposer à 9 miles chez ses parents à elle. À la campagne. À la campagne. Et donc Bob va donc y rester jusqu'à l'âge de 11-12 ans lorsque ses parents vont venir le récupérer. Et c'est là où Cédella a trouvé un petit studio à Trenchtown, qui est l'un des grands quartiers de la ville, un quartier sous-favorisé, sous-intégré, mais c'est l'un des plus grands avec Black Owl, d'autres grands quartiers comme ça. Donc c'est là où le hasard va vouloir que c'est un système de maisons avec des cours communes. Et sur la même cour commune, c'est là où il va faire la rencontre de Bunny Wellers et il va faire la rencontre également de Peter Tosh. Donc les trois vont se retrouver dans une cour chez un ancien musicien qui avait connu la gloire dans les années 50, qui s'appelait Joe Higgs. Et c'est Joe Higgs qui va monter comme ça là, une espèce d'académie informelle à l'intérieur de laquelle il formait les jeunes noirs du quartier à la musique. Parce que lui ayant connu la gloire, il a vécu un moment aux États-Unis et puis la gloire ne suivant plus, il va décider de faire un retour au bercail. Et donc lui, il avait quand même des instruments chez lui. Il avait des guitares, il avait des batteries, des trompettes, etc. Et donc, les gamins du quartier, au lieu d'aller traîner comme ça dans la rue à ne rien faire, il leur offrait comme ça là, gratuitement des cours de musique. Et c'est comme ça que Bob Marley et ses deux compères de jeu vont tout naturellement atterrir chez Joe Higgs, et c'est là où ils vont découvrir véritablement la musique. Et ils vont apprendre à jouer de l'instrument, à l'exception de Peter Tosh. Peter Tosh, lui, il était fils unique et de ce fait-là, sa mère lui avait fait un cadeau à l'époque qui était inestimable pour des gamins de leur âge. Sa mère lui avait acheté une guitare, une véritable guitare. Et donc, Peter Tosh, lui déjà, quand il va croiser Bob et Benny, il avait déjà un certain niveau musical. Et donc, il va tout simplement renforcer les qualités ou leur volonté de devenir des musiciens. Et à 3, ils vont se retrouver chez Joe Higgs avec d'autres artistes tels que Jimmy Cliff plus tard. Et voilà. À cette époque, la Jamaïque est un protectorat de l'Angleterre. Oui, la Jamaïque, c'est un protectorat de l'Angleterre. Il faut savoir que la population jamaïcaine, elle est de plusieurs qualités. On a des Noirs, on a des Blancs, on a des Chinois, on a des Indiens. Il faut comprendre dans l'histoire de la Jamaïque. D'abord, la Jamaïque, c'est une île qui a été découverte par Christophe Colomb. À sa mort, il va la céder à son neveu, Diego Colomb. Et Diego Colomb, au XVIe siècle, va vendre l'île aux Espagnols. Et ensuite, lorsque l'Empire britannique va s'installer dans la zone, va arriver dans la zone, les Britanniques vont d'abord s'y installer sur cette île-là de force, avant de la racheter environ 5 ans plus tard aux Espagnols. Et c'est à partir du XVIIe siècle, on va voir une première vague de colons britanniques venir s'installer sur cette île-là pour y développer l'agriculture. Et donc, les premiers colons qui vont s'installer là vont, dans un premier cas, essayer de soumettre les tribus amérindiennes locales à la pratique de l'agriculture, donc en faire des esclaves, en fait, en quelque sorte. Mais les colons britanniques vont faire face à une difficulté majeure, c'est que les Indiens, ces Indiens qu'on appelle les Indiens Arawak, vont refuser de se soumettre à l'esclavage et donc vont se suicider. On va assister à des suicides collectifs. Et donc très vite, ils vont se retrouver à court de main-d'œuvre et donc ils vont se retourner vers l'esclavage et notamment le commerce triangulaire
pour faire venir des travailleurs là. C'est ainsi que l'on va voir les premiers Noirs arriver en Jamaïque. Jusqu'à l'abolition de l'esclavage au XVIIIe siècle. Et là, à partir de ce moment-là, la plupart des Noirs qui avaient été affranchis vont refuser de continuer à travailler dans les plantations. Et donc, il va falloir trouver une autre main-d'œuvre. C'est ainsi qu'on va voir une première vague d'Indiens qui venaient de l'Empire d'Inde, qui vont venir là en Jamaïque, s'installer pour essayer de combler le manque de main-d'œuvre. Et puis, toujours est-il qu'environ un siècle plus tard, les Indiens aussi vont refuser à leur tour de continuer à travailler dans les plantations. Et puis, on va voir des Chinois, donc des Asiatiques chinois, venir eux aussi en Jamaïque. Donc, c'est ainsi qu'aujourd'hui, ce sont toutes ces différentes populations-là qui constituent la couche essentielle de la population jamaïcaine, qui est une population mélangée, mais pas mélangée par exemple au niveau du Brésil. Non, c'est très très loin du niveau du Brésil, mais on trouve des Asiatiques, on trouve des Chinois, des descendants de Chinois, des descendants d'Indiens, d'Inde, des descendants de Noirs et de Blancs. Ce sont tous ceux-là qui constituent la population jamaïcaine aujourd'hui. D'accord, donc on ne pourra pas dire que Bob Marley est le fondateur des Wailers. Non, il est cofondateur des Wailers avec Benny et Peter Tosh. Et c'est justement ce qui va... À un moment, il a été chassé des Wailers. Non, il ne va pas être chassé. Comment il s'appelle? C'est Peter Tosh qui va partir en 77 des Wailers, parce que les Wailers se forment en 63, véritablement. C'est dans la cour de Joe Hicks. Et puis, ils deviennent les Wailing Wailers lorsqu'ils signent leur premier album en 67. Entre 67 et 77, il va y avoir une espèce de cogestion entre Peter Tosh, Bob Marley et Benny Wailers. Mais il va arriver qu'en 77, lorsque ils vont signer chez Island Records, qui était tenu par Chris Blackwell. Alors, Chris Blackwell aussi, c'est assez intéressant. C'est un Jamaïcain blanc qui, lui, va faire fortune dans la musique en Angleterre, notamment en produisant des groupes rock, notamment les Rolling Stones, etc. Donc, c'est là-bas qu'il va véritablement faire fortune. Et puis, un jour, en 77, il voit apparaître un Jamaïcain métis avec deux autres blacks dans son bureau. Ces Jamaïcains, en fait, sont abandonnés à eux-mêmes à Londres depuis plusieurs semaines, parce qu'il faut savoir que Chris Perry, qui était un autre chanteur américain, mais pour lequel Bob Marley avait composé plusieurs chansons, avait signé pour CBS. Et donc, il avait invité Bob Marley et les Wailers à l'accompagner à une tournée en Angleterre. Mais arrivé en Angleterre, il va s'avérer que l'album pour lequel il y avait la tournée ne marchait pas véritablement aux États-Unis. Et donc, on va l'appeler d'urgence à aller faire quelques spectacles aux États-Unis pour relancer la vente de l'album là-bas. Et il va abandonner Bob Marley et les Wailers à Londres. Et c'est ainsi qu'un membre de la communauté jamaïcaine va lui dire: écoute, moi je connais un Jamaïcain, mais c'est un blanc qui est producteur, donc je vais te le présenter, peut-être qu'il pourra faire quelque chose pour toi pour vous aider à sortir de la galère là. Et c'est ainsi qu'il arrive, il voit Chris Blackwell. Alors Chris Blackwell, quand il est en face de lui un métis et de noir, il est clair que tout naturellement la connexion va se faire plus avec le métis qu'avec les deux blacks. Parce qu'il faut savoir que Chris Blackwell ne connaissait pas la culture noire jamaïcaine, il ne connaissait pas la musique reggae, il n'y avait jamais entendu parler. Même quand il arrivait, quand il venait en Jamaïque, il ne fréquentait pas la communauté black ou la communauté noire jamaïcaine. Donc lui, on lui dit qu'il y a des musiciens jamaïcains qui veulent le voir. Et donc il les reçoit d'abord par pure politesse, parce qu'ils sont originaires de la même île. Et en discutant avec les trois, il va très vite se rendre compte du potentiel qu'avaient les Wailers et du potentiel surtout qu'avait Bob Marley. Alors lui là, maintenant, lui va imposer une règle. Il va dire: écoutez, moi je ne veux pas, il me faut un interlocuteur dans votre groupe, et moi, mon interlocuteur, c'est Bob Marley. Et c'est ainsi qu'en choisissant Bob Marley comme étant l'interlocuteur, Peter Tosh était vexé. Voilà, il va en fait donner une espèce de caution morale il va donner un leadership moral à Bob, et ça, Peter va très mal le vivre. Et c'est ainsi que lorsque le succès va commencer avec les Wailers, lorsqu'ils signeront chez Chris Blackwell, après leur seul album Natty Dread, Peter Tosh va décider de quitter le groupe. Voilà. Mais Benny Wailers aussi va quitter quelques temps auparavant, parce qu'après l'album Natty Dread, ils vont faire une tournée, et cette tournée-là, notamment en Europe, va être pénible en Europe pour Benny Wailers, qui était le plus
le plus croyant. Vraiment, lui, c'est quelqu'un qui appliquait les règles de vie rastafarienne à la lettre. Pour lui, la loi, c'est la loi, quoi. Donc il n'y avait pas de raison de... Et donc durant cette tournée-là, c'était difficile parce que s'approvisionner en ganja, manger du poisson frais, ne manger que des fruits, de boire que de l'eau pure, donc l'eau de source ou de l'eau minérale. Ce mode de vie-là, pour lui, ça va être très difficile en tournée à véritablement l'appliquer. Et donc ça va même déteindre parfois sur sa santé. Donc au sortir de l'album Natty Dread, il va dire à Bob, écoute-moi, on va faire, c'est simple, c'est que quand tu viens en Jamaïque, je suis là, on peut travailler, on peut faire des tournées seulement en Jamaïque. Mais maintenant, il est hors de question pour moi que j'arrive, voilà, que je quitte. Donc Bob Marley. Et c'est comme ça que Bob se retrouve donc seul à gérer les Wailers et donc les autres qui vont venir, notamment les High Trees, donc les Rita Marley, Jessie, Melanie Griffith et Jessie Mowat. Donc les trois là, c'est qui vont constituer la chorale, même le chœur de Bob avec Bob. Ce sont eux là qui sont le noyau, qui vont devenir le noyau dur des Wailers. Et puis les autres ne seront que des musiciens qui viendront accompagner ces quatre Bob Marley, il n'avait pas un peu la grosse tête à un moment, il a décidé de se lancer dans la gestion de la crise politique de son pays. Ça va terminer par une balle. Non, les gens, c'est souvent cet amalgame là qui a fait, et c'est ce qui explique qu'en 79 il est échappé à un attentat. Bob Marley, sa musique cartonnait très fort. Pourquoi il n'est pas resté dans la musique? Non, je t'explique. Maintenant, Bob Marley, il a grandi à Trenchtown. Maintenant, il avait parmi ses amis d'enfance, certains sont devenus ce qu'on appelle des activistes entre guillemets politiques. Il faut savoir qu'en Jamaïque, surtout à la fin des années 70, la violence politique était omniprésente dans la société jamaïcaine. Et Bob Marley avait malheureusement parmi ses amis ceux qui étaient dans deux camps. Là, en Jamaïque, il y a un bicéphalisme politique. Tu as le GLP, le Jamaican People Party, et le PNP, le People National Party. Donc le Jamaican People's Party, le Jamaican Liberal Party, le GLP, c'est la droite. Et le PNP, c'est la gauche. Et donc, des deux côtés, il y avait des hommes qui étaient ce qu'on appelle des gunmen, donc des tueurs, qui travaillaient soit pour des gangs, et ces gangs-là étaient affiliés à un parti politique. Parce que c'est comme ça que les partis avaient, si tu veux, leurs assises sur le terrain. Les partis politiques passaient parfois par des gangs, surtout dans des quartiers dangereux comme Trenchtown. Et donc, Bob Marley avait des amis qui étaient dans les deux camps. C'est comme ça que... notamment en 79, alors que l'album Rastaman Vibration marchait, cartonnait très fort dans le monde entier. Et donc Bob Marley achevait pour la première fois sa première tournée mondiale qu'il avait amenée vraiment sur tous les continents. Et donc il rentre en Jamaïque et donc il y a un de ses copains d'enfance qui sort de prison et qui va le voir et qui va lui dire que parce que Bob Marley s'était absenté peut-être environ 6 mois, 6-7 mois, il n'avait pas mis les pieds en Jamaïque. Et donc son ami d'enfance vient lui dire que durant ton absence, le pays était à feu et à sang, les quartiers sont les gangs se font une guerre terrible, les gangs qui sont affiliés à chaque parti politique. Et donc il lui demande de faire quelque chose. Il lui demande son frangin. Il dit tes frangins sont en train de se faire buter, tes frères, les noirs qui sont les premières victimes de la violence policière qui sont engendrées par les blancs qui sont tout en haut. Il faut faire quelque chose et toi tu as la seule capacité morale de pouvoir rassembler tous les noirs, quelle que soit leur étiquette, quel que soit leur bord politique, même pas les noirs, tous les Jamaïcains. Toi tu es le seul en ce moment à avoir la capacité à pouvoir rassembler tous les Jamaïcains pour les amener à mettre fin à cette espèce de violence là. Et c'est comme ça qu'il va accepter. Lui il part sur ce principe là d'unifier les Jamaïcains. Donc il accepte l'idée et c'est ainsi que bien entendu, il va proposer au gouvernement jamaïcain, qui était dirigé par Michael Manley, qui était le patron du PNP, et donc il va voir le Premier ministre Manley. Soit dit en passant, il ne faut pas oublier que Bob Marley habitait à deux pâtés de maison du Premier ministre, et c'est là où habitent toujours ses enfants, la maison familiale de la famille Marley, et donc c'est son voisin de quartier. Et donc il va voir Michael Manley
Marley et il lui propose l'idée d'un concert pour la paix, pour essayer de mettre un terme à la violence qui déchire la Jamaïque. Et donc Michael Manley accepte le principe. Il dit oui, c'est une superbe idée et voilà, maintenant qu'est-ce que je peux faire? Bob va dire, moi tout ce dont j'ai besoin c'est juste d'un service d'ordre, mais pour le reste je m'en occupe, la sono, monter la scène et tout le reste, voilà, c'est un concert gratuit pour que les Jamaïcains se retrouvent, festoient à travers la musique et surtout mettent un terme, se retrouvent entre eux et mettent un terme à la violence qui minait la Jamaïque. C'est comme ça que fin 78, je crois en novembre, fin 79, ils vont organiser le Peace Concert. Et ce concert-là va réunir près de 80 000 personnes à Kingston, au stade de Kingston. Et c'est un concert qui va être diffusé en direct à la télé pour l'ensemble de la Jamaïque. Et malheureusement, pour Bob Marley, une fois que le concert se fait, le lendemain, Michael Manley passe une annonce à la télé pour dire qu'il allait organiser des élections législatives anticipées dans les 2 semaines qui suivaient le Peace Concert. Et ça, Bob Marley ne va pas aimer du tout. Il n'avait pas compris la politique. Voilà, il va comprendre que Michael Manley va vouloir faire de la récupération politique. Michael Manley va dire voilà, en fait, le concert, c'est lui qui l'a organisé, etc. etc. Et malheureusement pour Bob, le mal va être fait. À beau vouloir essayer il était trop tard en tout cas. Personne n'allait comprendre, personne n'allait croire que Bob Marley, son concert pour la paix, c'était lui-même qui l'avait organisé, que c'était Michael Manley n'était d'aucune façon lié à cet événement. Trop tard. Puis un groupe en décembre 1979, un groupe d'individus vont s'introduire chez Bob Marley alors qu'il faisait les répétitions pour préparer l'album. Il préparait son album qui était sorti en 80. Le titre va me revenir. Et donc il faisait les répétitions chez lui avec son groupe. Et puis des gens vont s'introduire et ils vont ouvrir le feu. Fort heureusement, il n'y aura pas de blessés, il n'y aura pas de morts, mais il y aura des blessés graves puisque le manager de Bob Marley à l'époque, voilà, l'album Uprising, merci. Donc le manager de Bob à l'époque va être grièvement blessé, il va prendre plusieurs balles. Bob Marley, par miracle, va prendre des balles, mais ces balles vont le toucher sans atteindre des parties vitales. Il va avoir des égratignures, voilà, en quelque sorte. Il ne va pas recevoir des balles sur son corps, mais il va quand même avoir des égratignures puisqu'il y a 2 balles qui vont effleurer. Il y a une qui va effleurer son bras gauche et une autre qui va effleurer la tempe droite. Vraiment, la balle est passée à quelques millimètres de sa tête. Et donc, il va échapper à cela. Et donc, en ce moment, on préparait même donc en fait, Bob Marley préparait un deuxième concert après le premier pour la paix. Donc c'est pendant qu'il faisait les répétitions pour ce deuxième concert là que évidemment il va prendre ces balles là parce que au moment où il va dire qu'il faisait le deuxième concert, cela coïncidait avec la date que le premier ministre Manley avait dite comme étant la date pour ces élections. Et donc c'est ça qui va créer la confusion en Jamaïque et c'est ce qui va certainement déclencher cette tentative de meurtre là à laquelle fort heureusement il va échapper. Au sortir de là, il va être dépité, il va être dégoûté, il va se dire bon écoutez, moi la Jamaïque c'est bon, en tout cas vos problèmes je ne m'y intéresse plus, maintenant moi je fais que ma musique. Et donc quand l'album Uprising va sortir, il va décider d'aller vivre en Angleterre et c'est là-bas il va trouver la mort. Non, c'est pas là-bas il va trouver la mort. Quand l'album Uprising sort, c'est un carton les premières semaines et donc il décide d'organiser une tournée mondiale. D'accord ? Et donc c'est lors de l'étape américaine, ils font une première étape européenne qui se passe très très bien. Enfin, les gens pensaient que ça se passait très très bien, mais en réalité, Bob avait sa santé qui commençait à décliner, mais seulement dans son entourage, les gens ne s'en rendaient pas compte. Et donc, c'est lors de l'étape américaine, lorsqu'ils vont arriver à New York, que Bob va véritablement faire un malaise. Et c'est à partir de là que, évidemment,
quand ils vont l'emmener voir un médecin, qui vont faire, on va lui faire un check-up complet, quoi. Et puis on va se rendre compte qu'il avait un cancer, il avait un triple cancer en fait. C'était le cancer qui était la conséquence d'un ancien cancer que l'on avait soigné 10 années auparavant. C'était un cancer de la peau extrêmement rare et extrêmement dangereux. Mais ce cancer de la peau là avait commencé à l'orteil du pied droit, et donc le petit orteil avait dû même être sectionné. Et puis la cicatrice il avait guéri normalement, et puis on s'est dit bon, c'est un cancer, c'est passé, c'est fini, alors que il y était resté encore des souches, et ce sont ces souches là qui des années plus tard vont se métastaser et vont aller se diffuser dans l'estomac, dans les poumons et dans le cerveau. Et donc lorsque l'on découvre en pleine tournée Uprising en 1980 que Bob Marley est atteint d'un triple cancer, alors à ce moment-là, il va se poser une question. Est-ce qu'il fallait arrêter la tournée mondiale immédiatement pour permettre à Bob de se soigner? Entre le staff le staff voulait qu'il continue tant qu'il était physiquement en capacité de continuer. Le groupe donc en tête desquels Rita Marley ne voulait pas. Elle voulait qu'on arrête tout de suite et qu'immédiatement il aille se faire suivre par un médecin pour voir s'il n'y avait pas moyen de le soigner. Alors on va dire à Bob, qu'est-ce que tu en penses? Et lui il va dire, je suis encore en capacité de chanter, donc tant que je suis en capacité de chanter, moi je veux chanter. En fait, par la suite on va comprendre que pour Bob, ce qu'il adorait par-dessus tout, c'était chanter. Et donc tant qu'on lui demandait de chanter, il chanterait. Alors que ce n'était pas la bonne solution. Donc ils vont encore faire quelques dates jusqu'à l'étape de Pittsburgh. Et puis là, Pittsburgh, c'est entre New York et Pittsburgh, qui sont passés par Atlanta et tout ça. Son état ne faisait que décliner. Il mangeait de moins en moins, il perdait des kilos. Et puis à l'étape de Pittsburgh, toute l'équipe va se rendre compte que ce n'était plus Bob qui chantait, quoi. Peut-être pas le public, mais il se rendait compte que le gars était en train de partir, quoi. Donc à cette étape de Pittsburgh en 1980, je crois que c'est en février ou en mars, ils vont décider d'arrêter, et donc ils vont annuler tout le reste de la tournée Uprising, et donc ils vont le ramener aux États-Unis, voir tous les spécialistes qui en cancer, en oncologie, en cancérologie qui existaient. Malheureusement, il va faire des traitements, beaucoup de chimiothérapie, beaucoup de radiothérapie et tout ça. Malheureusement pour lui, son état ne s'améliorait pas. Et puis on va leur dire qu'il y avait un médecin allemand qui vivait à Lausanne en Suisse, qui avait une clinique et qui lui avait la réputation de s'occuper des cas perdus, vraiment, des cas que tous les autres médecins ne voulaient pas. Et donc c'est ainsi que sa famille va décider, Rita va dire bon écoutez, on va tenter le tout pour le tout, et puis ils vont décider de le prendre lui et de l'emmener en Lausanne, en Suisse. Et donc là-bas, chez ce médecin allemand-là, lui, il avait la réputation de vraiment, lui, ses pratiques déjà. Il avait été rayé de l'ordre des médecins en Allemagne parce que justement, on estimait que ses pratiques n'étaient pas éthiques. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle il était allé s'installer en Suisse. Et donc lui, il va aller, donc Bob va arriver, il va essayer de le soigner en lui faisant en l'exposant en rayon X, en l'exposant en rayon ultraviolet, en lui donnant, en faisant de la chimiothérapie. Donc là-bas, Bob Marley va perdre tous ses cheveux, il ne mangeait quasiment pas, il va tellement maigrir qu'il va peser jusqu'à 45 kilos, il pesait entre 44-45 kilos. Et de là, jusqu'en décembre jusqu'en février 81, et puis là le médecin allemand décide de dire que bon, moi j'ai tout essayé, le cancer ne diminue pas, quoi. Il y a
malgré tous mes efforts. Et pour lui, surtout que comme il savait que le cas de Bob Marley était un cas perdu, il ne voulait pas qu'une célébrité comme Bob Marley décède dans sa clinique pour que ça ne ruine pas sa réputation. Et donc il va demander à Rita et à Bob de quitter son établissement. C'est ainsi que donc ils vont quitter, mais ils ne voulaient pas aller s'installer, ils ne voulaient pas repartir en Angleterre, ils ne voulaient pas repartir en Jamaïque, et donc ils vont trouver un endroit qui était pas trop éloigné de la Jamaïque et pas trop duquel on pouvait partir facilement pour aller en Angleterre. Donc ils vont aller s'installer à Miami. À Miami aussi, là-bas, c'est là-bas que la maman de Bob Marley était installée après son deuxième mariage, parce qu'il faut savoir que la maman de Bob s'est mariée 3 fois. La première fois avec Norval Marley, le père de Bob. La deuxième fois avec le père de Benny Wellers, qui était son voisin de quartier. Et puis, ils vont divorcer. Et ensuite, sa maman va venir s'installer aux États-Unis, où Bob lui avait même acheté une maison à Miami. Et c'est là-bas que Bob va décider d'aller passer les derniers moments qui lui restaient. Et donc, quand il va arriver à Miami en 81, avec l'importante communauté jamaïcaine qui était là, très vite, les nouvelles vont sortir en disant que Bob Marley était à Miami, et que évidemment son état de santé n'était pas bon, même s'il faisait quelques vidéos à l'époque disant que il continuait toujours à suivre son traitement et il espérait revenir très vite sur la scène, mais tout le monde, son entourage savait que évidemment c'était un cas désespéré jusqu'à ce que sa santé ne décline, et puis le 11 mai 1981 à 11h10 heure locale, il décédait. D'accord, merci Jean-Paul qui est avec nous ce matin sur les 104.5. On revenait donc sur quelques instants de la vie de Bob Marley, où nous sommes aujourd'hui le 11 mai 2020, qui fait donc 39 ans que Bob Marley est mort. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Dans quelques minutes, on va retrouver Gina. Da Fresh Morning.